Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour, bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on évoque un anniversaire, une date qui est probablement l'une des dates les plus importantes de l'histoire de la France contemporaine. Cette date, c'est le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand, racontée par un homme qui est probablement celui qui a le mieux connu cette époque, Jacques Attali. Bonjour. Vous publiez « Il y aura d'autres jolis mois de mai » aux éditions Fayard. Cela raconte ce 10 mai 81 et cela le raconte également de manière extrêmement personnelle. C'est un livre de souvenirs où vous mêlez donc le récit de la France avec le récit de ces individus qui ont mené François Mitterrand jusqu'au pouvoir. Le soir du 10 mai, vous dites quoi? Vos ennuis commencent? Non, parce que je n'ai aucune idée de savoir si j'aurai un rôle quelconque dans cette aventure. Mais je me dis d'abord, c'est un remake gagnant de la vraie campagne passionnante qui avait été celle de 1974. Pompidou était mort par surprise, même si on le savait malade. On a improvisé une campagne, j'avais 30 ans. François Mitterrand m'a demandé de la diriger, alors que je n'avais aucune expérience. Je n'étais pas membre du Parti Socialiste. Ça avait été une campagne passionnante qu'on a perdue de justesse. Et ensuite, pendant 7 ans, on a amélioré, précisé, approfondi tout ce qu'il y avait à l'être. Et donc, la campagne de 81, c'était un remake de celle de 74, gagnant dès le mois de mars, en fait. Donc, c'est pas une surprise, dès le 16 mars, à une date très précise. Je le raconte dans le livre, je sais qu'il a gagné, parce qu'il a fait un petit tour de force ce soir-là. Et donc, voilà. Alors, il faut raconter dans ce cas-là le tour de force. Le tour de force, c'est qu'il est interrogé par 2 journalistes qui cherchent à le piéger. Vous pensez vraiment qu'il cherchait à le piéger? J'en suis convaincu, puisqu'il m'avait demandé à me voir avant, et qu'on avait dîné quelques jours avant pour préparer l'émission. Et on avait fait un conducteur très détaillé de l'émission, et ils ont posé toutes les questions qu'ils avaient prévues dans le conducteur, sauf la dernière qu'ils ont posée hors antenne, enfin, non pas hors antenne, mais au-delà du temps réglementaire de l'émission, qui est, Monsieur Mitterrand, un sondage va dire que les Français sont pour le maintien de la peine de mort, vous êtes contre? Et c'était la question où il disait ça ou le contraire dans tout. Alors, le nom de ces journalistes était El Kabbach et Duhamel. Qui d'ailleurs, pendant ce même dîner, m'avait expliqué froidement, en parlant entre eux devant moi, les légères améliorations qu'ils feraient à leur émission après la réélection de Giscard. C'est vous dire l'ambiance de ce mois de mars 1980. Donc, il gagne. Ce soir-là, je suis au siège du Parti Socialiste avec François Hollande, Lionel Jospin et quelques-uns. On attend François Mitterrand, on a le résultat des sondages, on l'appelle. Il est 18h20. Je pense qu'il le savait déjà à quelques minutes près, mais il nous dit « Ah, quelle histoire, quelle histoire !» Bon, voilà. Et puis tout commence. Moi, en effet, on bascule dans l'histoire. Il bascule dans l'histoire. C'est lui. Nous, on ne sait pas ce qu'on va Vous expliquez dans votre livre, Jacques Attali, que c'était effectivement la plus belle campagne en 1974. Qu'est-ce qui a marché en 81 qui n'a pas fonctionné en 1974? Non, vous savez, un président de la République n'est jamais élu. C'est toujours un président de la République ou un autre qui est battu. En 81, c'est Giscard qui a été battu. C'est pas François Mitterrand qui a été élu. Il faut retenir ça pour l'avenir. Et en 74, il n'y avait personne, puisqu'il n'y avait personne à battre. Donc c'était une campagne table rase, avec 2 candidats nouveaux, qui étaient Jacques Chaban-Delmas et Giscard, et un vieux candidat qui se représentait déjà pour la 2e fois, qui est un homme du passé, comme on le disait à l'époque, François Mitterrand. Mais c'était une campagne neuve, avec que des gens nouveaux, des jeunes. On avait une espérance. Il faut voir la France de l'époque. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, tout était entre les mains du pouvoir, c'était extrêmement concentré. Donc on avait une sorte de petite fenêtre de liberté, parce que c'était une campagne électorale, une petite fenêtre de liberté, qui était absolument merveilleuse. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Certains disent qu'on a gagné en 74 et qu'il y a eu des trucages dans les élections. C'est ce que Michel Charasse disait souvent. Qu'il y a eu des trucages dans les dom-toms. Lui, François Mitterrand, d'après ce que vous racontez, disait autre chose. Alors, le jour le lendemain de la mort de Pompidou, il invite quelques dirigeants socialistes. Il leur annonce, semble avoir dit,
que je vais diriger sa campagne, et personne ne me connaissait moi-même, n'avait pas idée de ça, et il me garde après cette réunion, il me dit je vais faire 11 300 000 voix, Giscard va faire 11 400 000 voix, il va me manquer 200 000 voix parce que c'est 6 mois trop tôt. 6 mois plus tard, j'aurais gagné. Et il s'est trompé de 50 000 voix. Hein. Donc on est là 2 jours après la mort de Pompidou. Donc il avait une connaissance de la France exceptionnelle. Il pensait que 6 mois plus tard, il gagnait. Et alors, comment cela se fait-il, Jacques Attali, qu'à l'élection d'après cet homme dont vous dites qu'il pouvait passer pour l'homme du passé, il y avait en face de lui l'homme du passif, mais comment fait-il pour passer pour l'espoir, puisque à l'époque, il ne s'agissait pas seulement de faire de la politique, mais de changer la vie, les ambitions étaient hautes. Il s'agissait de changer la vie, et je persiste à penser que d'une certaine façon, il a changé la vie, parce que le nombre de choses qu'on a fait en 3 mois, et qui sont aujourd'hui des banalités, des évidences. Citez-les-nous. L'abolition de la peine de mort, la décentralisation, la reconnaissance des radios, la dépénalisation de l'homosexualité, des lois sociales majeures sur les conditions de travail, les comités d'hygiène et sécurité, beaucoup d'autres choses encore que je pourrais citer, prix unique du livre, enfin tout un grand nombre de choses qui, en dehors des nationalisations qui ont été remises en cause et qui, à mon avis, étaient légitimes à cette époque-là. Pourquoi étaient-elles légitimes à cette époque-là, les nationalisations ? C'était légitime parce qu'en raison de la situation française, qui était un capitalisme extrêmement patriarcal, il n'y avait pas de marché financier, il n'y avait pas d'actionnaires. Et les grandes entreprises françaises étaient en quasi-faillite. Elles n'avaient pas d'actionnaires étrangers, pas d'actionnaires familial, pas de marché financier où aller. En plus, il y avait une énorme inflation. Et l'État était le seul actionnaire disponible. D'ailleurs, la plupart de ces entreprises ont été ravies d'être nationalisées, parce qu'elles auraient été en faillite, comme d'ailleurs la plupart d'entre elles ont disparu quand Jacques Chirac les a privatisées dès la première cohabitation. Donc la nationalisation était nécessaire. Après, comme on avait maté l'inflation, et c'est nous qui avons maté l'inflation dans cette période 80-86, on a pu créer un marché financier. Et donc, il y a pu avoir des actionnaires privés, mais qui n'existaient pas en 80. Et alors, justement, la question, par exemple, de la peine de mort, puisque vous dites que c'est cela qui a fait pivot dans cette campagne. Mitterrand répond à la question, donc le piège, dites-vous, posé par les 2 journalistes, et il dit, je vais vous répondre sincèrement, voilà, c'est ça, c'est pas la peine de mort qui a fait la différence, c'est quand il dit, je vais vous répondre sincèrement, je sais que les Français ne sont pas de mon avis, mais je vous dis ce que je pense. Et les Français entendent, voilà un homme qui est pareil comme tortueux, hypocrite, menteur, tout ça, et qui est prêt à nous dire des choses en pensant que nous ne sommes pas d'accord avec lui. C'est donc quelqu'un de bien. Et c'est ça qui a fait basculer une partie de l'électorat centriste. C'est de penser que quelqu'un parlait sincèrement. La peine de mort, il y croyait, ça a été aboli. C'eût été aboli, quel que soit. Robert Badinter a été un immense garde des Sceaux, mais d'abord, comme je le raconte dans le livre, il n'aurait jamais dû être garde des Sceaux. Il n'est pas prévu qu'il le soit. Il l'a été par hasard. Et il a obtenu du Sénat, justement, de voter cette loi. Mais cette loi eût été votée même sans Robert Badinter, évidemment. Et il le dit lui-même, d'ailleurs. Et justement, dans cette histoire de François Mitterrand, il y a une autre histoire que vous racontez, Jacques Attali, c'est la vôtre. Comment le rencontrez-vous ? Qu'est-ce qui vous conduit à travailler finalement de manière aussi étroite avec lui ? J'ai gardé toujours à cette époque mon indépendance. J'étais au Conseil d'État et jeune professeur à Polytechnique et à Dauphine. Mais en même temps, j'avais une passion pour la politique et je ne voulais absolument pas devenir un homme politique. Donc je l'ai rencontré à 3 reprises. D'abord en 66, juste après sa défaite première. J'avais 22 ou 23 ans, je l'ai croisé dans un restaurant, je lui ai dit « Monsieur, je veux travailler avec vous ». Il m'a proposé de me rencontrer avec quelques amis, mon frère et d'autres. Il nous a proposé des circonscriptions électorales. J'ai dit non, monsieur, c'est pas pour moi, et ça s'est arrêté là. Ensuite, je l'ai croisé de nouveau par hasard, puisque j'étais stagiaire de l'ENA en 68, dans le département qu'il présidait, la Nièvre, mais nos rencontres ont été purement officielles. Et puis, c'est Georges Dayan qui nous a représentés. Qui était l'un des meilleurs amis de... Son meilleur ami, son le plus proche, qui était mon camarade de classe, si j'ose dire, ou de section au Conseil d'État, qui a insisté pour que François Mitterrand me rencontre de nouveau en 73. Et c'est là qu'on a eu, qu'il a eu une sorte de coup de foudre intellectuel pour moi. Moi, j'avais déjà un coup de foudre pour lui. Et qu'on a commencé à travailler, très peu d'ailleurs, parce qu'on s'est vu 2 fois entre octobre 73 et avril 74, mort de Pompidou, où il me confie la campagne. Qu'est-ce qui distinguait Mitterrand de Pierre Mendès France ou de Rocard, 2 autres politiques que vous êtes allé rencontrer, Jacques Attali ? Pierre Mendès France, en effet, j'avais été le voir. Il ne croyait pas à la politique, il n'aimait pas ça.
Il me disait, jeune homme, n'en faites pas, c'est un métier épouvantable, ça consiste à répéter tout le temps les mêmes choses, c'est insupportable. Il était très, très pessimiste, chacun le sait, il n'avait pas le sentiment que la politique pouvait conduire nulle part, sa lucidité n'était pas constructive. Michel, que j'ai connu avant de connaître François Mitterrand, qui était un ami, même si François Mitterrand ne l'aimait pas, donc j'étais au milieu d'une bagarre, mais Michel était il était deux personnes très différentes. Il était à la fois un intellectuel très sophistiqué, très utopiste, et un tacticien incroyablement retors, se fondant sur des groupes très particuliers, qui étaient le catholicisme de gauche, très spécifique, très, très confus quand il s'exprimait sur des choses concrètes. Donc cette dualité du personnage ne me donnait pas le sentiment d'un homme d'État. En plus, il n'avait pas de mystère. Mendès France avait du mystère. Mitterrand avait énormément de mystère. C'est important le mystère chez un politique ? Chez un président, oui. Pouvoir donner... le masque nous donne à tous un peu de dimension énigmatique, mais François Mitterrand avait un masque naturel qui lui donnait cette dimension énigmatique. Et vous pensez que ses successeurs, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ? Non. Moi, vous savez, on va parler un instant vulgaire, une seconde, mais j'ai quand même entendu deux présidents de la République, pas François Mitterrand, mais deux autres, dire en réunion, je m'excuse un instant, je vais aller pisser. Bon, mais pour moi, c'est pas digne d'un président de la République. Un président, ça doit avoir un président ou toute forme de chef, une certaine retenue, un certain mystère. C'est une des 1000 qualités nécessaires, c'est loin d'être la seule. Michel n'avait pas cette qualité-là. Mais justement, ce qui est aujourd'hui reproché, ou ce qui reste de François Mitterrand, c'est aussi sa part d'ombre, et vous revenez largement sur elle, Jacques Attali. Sa part d'ombre, c'est non seulement son inaction intérieure à partir de 1986, dont nous payons aujourd'hui largement le prix, et c'est évidemment ce qui se passe avant, pendant la guerre, et tout ce qui concerne sa relation à Vichy. C'est clairement une part d'ombre que... Vous l'ignoriez ? J'ignorais. Qu'est-ce que je savais ? Quand il me demande de diriger sa campagne en 1974, quelques jours plus tard, il me demande de l'accompagner dans un premier meeting, et on a 3 heures en voiture, on allait à Caen et au Havre. Et en voiture, j'ai posé 2 questions. Je lui ai dit, monsieur, je travaillerai avec vous, mais j'ai besoin de réponses. L'Observatoire, l'attentat à côté d'ici, et la Francisque. Je connaissais Attentat dans lequel la version qu'il m'a donnée ce jour-là semble aujourd'hui toujours la vraie, à savoir qu'il a été apitoyé par quelqu'un qui lui a dit « Je vais être assassiné si je ne fais pas un attentat contre vous, donc ayez la gentillesse d'accepter un attentat fictif ». Bon, cette version absolument farfelue a été confirmée, elle semble être la vérité. Ça lui a coûté très cher, Mendès France a pris parti contre lui, il s'est mis à détester Mendès, il y a de longues fractures, il était mort politiquement ce jour-là, mort. Sur la Francisque, il m'a raconté, j'ai été en Allemagne, prisonnier, je me suis évadé 3 fois, j'ai été ensuite à Vichy quelques semaines, je me suis occupé de prendre en main les prisonniers de guerre, je suis parti, et puis on m'a donné la Francisque alors que j'étais dans la résistance. J'ai entendu quelques semaines alors que c'était 18 mois, et je n'ai su que c'était 18 mois qu'en 1992, un peu avant la sortie du livre de Pierre Péan, puisque c'est mon éditeur Claude Durand qui m'a demandé de recevoir Pierre Péan pour parler avec lui et qui m'a appris cette vérité. J'avoue que j'ai été très, très choqué d'apprendre cela. Mais après tout, en regardant bien les faits, bon, il n'a rien fait de... L'amitié avec Bousquet. Alors, là aussi, j'ai eu un signal, puisque, je l'ai déjà raconté, en 1977, donc il est dans l'opposition, je suis son directeur de cabinet, on continue à travailler ensemble, on se voit, on prépare les élections futures, même s'il me dit à ce moment-là qu'il ne veut pas être président de la République, il ne veut pas être candidat en 80, c'est trop vieux, je serai trop vieux, etc. Il n'en pensait rien. Mais un jour, il m'invite à déjeuner chez lui, et quand j'arrive chez lui, son assistante me dit « il n'est pas là, il est au restaurant », ce qui n'arrivait jamais. Et le restaurant, c'était le Dodin Bouffant, un restaurant qui n'existe plus, mais qui était à 100 mètres de chez lui, boulevard Saint-Germain. Donc je vais, là, c'était en juin-juillet, et je vois une table où il y avait François Mitterrand, en face de lui, il y avait Henri Freinet, compagnon de la Libération, le seul que je reconnais, et puis quelques autres, dont un monsieur, grosses lunettes, costume noir, gros gilet, alors qu'on était en plein été, la table était moitié à la terrasse, moitié dedans. Et je ne connais personne, le déjeuner se passe, on sent que c'est des copains, ils se tutoient, ils parlent de la guerre, de souvenirs anciens, de la 4e République, et on s'en va. Ils se séparent, et moi je raccompagne François Mitterrand. On est tous les deux boulevard Saint-Germain, je vais chez lui, puisqu'on devait travailler sur un discours, donc on retourne travailler, et je lui dis, est-ce que vous pouvez me raconter qui étaient ces gens ?
Et il arrive sur ce monsieur, pour lequel tout le monde avait une certaine révérence pendant le déjeuner. Et il me dit, René Bousquet, je n'avais jamais entendu son nom. L'affaire d'Arquier de Bellepoix, qui va le révéler, c'est quelques mois plus tard. Bousquet, il faut le dire, Jacques Attali, qui a eu un rôle déterminant. Voilà, on va voir. Il me dit, c'est un ancien sous-préfet de la Troisième République, devenu célèbre en sauvant un enfant dans la Garonne, qui s'est noyé dans la Garonne. Il est devenu secrétaire général de la police de Vichy. Alors là, je m'arrête et je lui dis, mais vous m'avez fait déjeuner avec le secrétaire général de la police de Vichy. Il me dit, oui, mais vous comprenez, c'est très compliqué parce qu'il a démissionné, il a été arrêté par les Allemands, il a été ensuite jugé à la Libération, il a été acquitté. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Je dis, mais quand même, secrétaire général de la police de Vichy, là, on ne savait pas encore l'histoire du Veldiv. Il me dit, vous savez, c'est très compliqué parce qu'il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Et j'ai appris après comment, par qui, d'ailleurs quelqu'un qui était aussi autour de cette table, qui se trouvait être le directeur de cabinet de Bousquet et qui va l'être même pendant la rade du Veldiv, qui était là. Quand la rafle du Veldiv a été connue quelques mois plus tard, je dis, mais Bousquet, c'est impossible. Il me dit, je ne le reverrai plus jamais. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il l'a revu, mais naturellement, sans me le dire. Donc, il avait une conception de l'amitié très, très intense. Cet homme lui avait sauvé la vie, il s'en sentait redevable et il passait outre le reste. Je vous propose, Jacques Attali, de revoir l'un des moments de ce 10 mai 81, le discours de François Mitterrand depuis Château-Chinon. Peu après 10h du soir, à la mairie de Château-Chinon, le président François Mitterrand vient lire sa déclaration. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau, qui se sont rassemblés dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Le style de François Mitterrand, Jacques Attali, comment le définir, la manière dont il écrivait ses discours, dont il prenait la parole? Oui, je raconte dans le livre comment il écrivait ses discours. Bon, il y avait des discours qui sont purement techniques, qui étaient faits par des collaborateurs. Il y avait des discours qu'il écrivait lui-même. Évidemment, celui-là en est un, qu'il écrivait à la main, avec un stylo, en raturant énormément. Il détestait les répétitions, donc il travaillait énormément. Puis il y avait des discours très important où il avait besoin de collaborateurs et qu'il préparait toujours au dernier moment. Donc on passait des nuits blanches. Pour les grands discours, c'était la nuit blanche la veille. Pas de possibilité de travailler avec lui avant. Il fallait vraiment qu'il soit pris par l'événement. Mais il y avait une obsession du mot juste, une obsession de la clarté de la pensée, de la clarté du raisonnement, de la logique des phrases. Et au point même, mais puisque nous sommes au Sénat, je me souviens avant 80, d'être avec lui dans une chambre de pièce de l'Assemblée nationale où il était en train de corriger les minutes d'une séance parlementaire. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous corrigez? Je dis, je corrige un discours. Mais je dis, enfin, c'est des archives. Non, quelqu'un pourra les relire, il faut que ça soit parfait. Donc il avait une obsession de la justesse de son texte et il avait une très, très jolie écriture. Il raturait, il recommençait. Et ça m'a beaucoup appris, d'ailleurs. Comme écrivain, j'ai beaucoup appris à parler simple, parler clair, parler logique. Et on voit dans ce texte, il y a une simplicité, pas un mot de trop. Il y avait une obsession, pas d'adverbe, pas de mots en trop. C'était une ascèse. Alors, justement, parce que dans cette émission, nous avons une rubrique qui est l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et là, évidemment, c'est François Mitterrand, écrivain, que l'on aurait aimé inviter. La manière dont il écrivait, la manière dont il lisait aussi Jacques Attali, puisque, vous le racontez, c'était un grand lecteur. Il avait des amitiés profondes en littérature et puis, au contraire, certaines détestations. Oui, il aimait beaucoup la littérature du 19e siècle, Lamartine, Balzac peut-être, mais
surtout des gens du XXe. Pas tous, ils détestaient Malraux. Pourquoi Je pense qu'il y avait un contentieux entre personnels, ils ne s'aimaient pas. De toute façon, il n'aimait pas véritablement ce qui pouvait trop rappeler De Gaulle. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, avec le grand André Bouloche, dont on n'a jamais dit assez à quel point il eût été un grand ministre s'il n'était pas mort d'un accident. Il faut rappeler, oui, voilà. Qui était cet homme. André Bouloche était un compagnon de Libération, qui était le patron de l'ensemble du pôle financier au Parti Socialiste, qui a été torturé, qui était un grand député, qui avait été ministre de Gaulle en 1958 avant de claquer la porte et de retourner au Parti Socialiste, qui était un ami très proche pour moi et qui est mort parce qu'il a pris un avion que j'aurais dû prendre, puisqu'on s'est partagé 2 meetings ce soir-là et qu'il a pris celui qui est tombé. Inutile de vous dire que je n'ai jamais oublié ce moment-là. C'eût été un très grand ministre de l'économie, et Mitterrand et lui ne s'entendaient pas, parce qu'il y avait ce spectre de la période de collaboration dont André ne parlait jamais, mais qu'il reprochait à Mitterrand et que Mitterrand lui reprochait. Donc je pense qu'avec Malraux, c'était un peu pareil. Mais il n'aimait pas non plus Julien Gracq. Il aimait beaucoup Tournier. Et d'ailleurs, une grande partie de la conception de l'Allemagne de François Mitterrand vient de Tournier et de son obsession prussienne, qui fait de craindre que la domination de la Bavière par la Prusse entraîne l'Allemagne vers une dérive anti-européenne. Ce qui a motivé d'ailleurs beaucoup de l'accélération de la construction européenne après 89. Il aimait des gens un peu étranges comme Chardon, il détestait Paul Morand, et il n'avait pas une passion pour Proust, il aimait quelques écrivains américains comme Styron ou Steinbeck. Pas beaucoup de connaissances autres que cela. Vous expliquez d'ailleurs que dans son entourage, il aimait les gens éclectiques, un peu iconoclastes. Oui, il aimait les marginaux. Il aimait les marginaux, même s'il avait parfois des gens qui étaient apparemment des marginaux ou apparemment conformistes, mais qui étaient des marginaux. Vous pensez à qui ? Un jour, on s'est trouvé dans son bureau un mercredi matin, avant le Conseil des ministres, et il nous dit, nous étions 4, il y avait le secrétaire général de l'Élysée, le secrétaire général du gouvernement, le Premier ministre et moi. Il nous dit, j'en ai marre de ces hauts fonctionnaires qui font n'importe quoi, le Conseil d'État, c'est détestable. Je lui dis, monsieur, vous avez 4 conseillers d'État devant vous. En effet, Jacques Fournier, Laurent Fabius, Jean-Louis Bianco, on était 4 conseillers d'État. Évidemment, des conseillers d'État marginaux, on n'avait pas choisi la voie normale. Donc il aimait bien les gens qui font un pas de côté. D'où son amitié pour Michel Charasse, que je partage, c'est un être incroyable. Ou pour des gens... il détestait le conformisme. Mais alors, au point que certaines de ses fréquentations, Jacques Attali, ont franchi la ligne blanche, Tapie, Pelat, un certain nombre de... C'est très difficile à dire. Patrick Pelat était un ami de 50 ans. Et on ne rompt pas facilement avec un ami de 50 ans. Au point que quand il a fallu rompre, parce que Patrick Pelat a été pris dans une vilaine affaire, il m'a chargé d'appeler Patrick Pelat pour lui dire le président me charge de te dire qu'il est désolé, mais qu'il ne peut plus te parler en direct. Il faudra que tu passes par moi. Il était très triste de faire ça. Tapie, ça faisait... Bon, j'ai beaucoup de respect pour Tapie, que je considère comme un être très intéressant. Faut pas avoir de... C'est vrai que la société française met les gens dans les cases, mais vous savez, moi je connais beaucoup de bac plus 15 tout à fait détestables et inutiles, et des bacs moins 15 géniaux. Hein. Non, là, il ne s'agissait pas des diplômes pour Tapie. Là, je parlais des diplômes, mais il était proche de Tapie quand on n'a rien à reprocher à Tapie. Quand Tapie se fait prendre dans des affaires diverses, c'est autre chose, c'est plus tard. Justement, Jacques Attali, lorsqu'on voit ce qui reste du 10 mai 81 et de cette prise de pouvoir, vous dites que finalement cette campagne a été réussie et cette présidence a été réussie parce que vous aviez eu le temps de mûrir ce programme. Oui, et puis peut-être pourrait-on dire un mot du fait qu'on nous a reproché un tournant en 83, mais j'essaye d'expliquer vraiment précisément qu'il n'y a pas eu de tournant en 83, c'est un faux mythe. Mais ce qui est vrai, ce qui est important, c'est qu'on a eu le temps. Je pense que si on avait gagné, s'il avait gagné en 74, ça aurait été un désastre. Parce qu'on n'était pas prêt, le programme n'était pas au point, la domination communiste sur la gauche était très importante, le programme était vraiment excessif. Et donc on a eu 7 ans pour mûrir, modifier. Heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas gagné les législatives de 78, qu'on a essayé de gagner. On n'a pas vu que c'était une erreur. On a essayé de gagner, comme Giscard a essayé de gagner, mais celui qui gagnait 78 perdait 81. Donc on a eu la chance d'avoir 7 ans pour préparer. On a fait plein de débats. Il y a eu des débats sur le chiffrage du budget et tout ça, avec lui contre Barre, contre Fourcade, etc. Tout ça nous a mûri, nous a permis
et nous a permis, moi j'avais une équipe qui préparait les textes de loi et de décret, qui fait que le 11 mai au matin, nous avions tous les textes de loi et de décret qui étaient prêts. Quand vous gagnez une élection surprise, comme ça a été le cas de François Hollande ou d'Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas avoir ce degré de préparation, c'est pas possible. Ce qui expliquerait... Ce qui explique pourquoi l'un et l'autre se sont trouvés en situation comme Jospin. Quand Jospin devient Premier ministre, il n'y a pas de programme. Or, toute l'expérience politique que j'ai, c'est que si vous ne faites pas un grand programme en 100 jours, vous ne faites jamais rien. Or, nous, on a fait un grand programme en 100 jours parce qu'on avait mis 7 ans à le préparer. Merci beaucoup, Jacques Attali. Il y aura d'autres jolis mois de mai. Ce récit que vous publiez chez Fayard. À très bientôt sur Public Sénat. Merci. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté